Bonjour Grégory Levaux. Bonjour. Et vous êtes président de l'École européenne de Contract Management, mais vous êtes également cofondateur du Centre de formation en permaculture Organic Résilience, et puis vous êtes également administrateur de l'Université populaire de permaculture. Alors dans une précédente émission, il a été question des grands principes d'organisation de la permaculture avec Nawel Bergou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aujourd'hui? En quoi ces principes peuvent aider à lutter contre le défi climatique notamment, à relever le défi climatique plutôt? Là, par définition, la permaculture vise à contourner le risque même de raréfaction des ressources naturelles, puisque les systèmes permaculturels conçus sont supposés être cycliques en s'appuyant notamment sur deux principes clés: utiliser et valoriser des ressources et des services renouvelables d'un côté, et ne produire aucun déchet de l'autre. Donc oui, la permaculture, c'est une solution à l'épuisement des ressources disponibles sur Terre. Encore faut-il en prendre soin de notre Terre, et il est aujourd'hui communément admis que, sauf à être un climato-sceptique ignorant ou corrompu, d'abord la biodiversité s'effondre, disparition des pollinisateurs qui sont à l'origine de 80% de nos fruits et légumes, effondrement de la population des oiseaux, puisqu'un tiers a disparu de nos campagnes en moins de 20 ans, ce qui permet à certains insectes ravageurs de proliférer, puisqu'ils n'ont plus de prédateurs. Zone morte en expansion dans toutes les mers et les océans du globe, au point qu'on prévoit la mort des récifs coralliers d'ici 2050, parmi d'autres réjouissances. On a aussi les sources d'énergie fossile qui se raréfient. Donc on a dépassé le pic de pétrole conventionnel en 2008, et la production décline depuis. Ce qui, au passage, génère des milliards de dollars de pertes pour des organisations du secteur du fait des actifs bloqués. Et même sur le terrain des énergies dites renouvelables, on sait que les métaux rares au cœur du fonctionnement de l'éolien ou du solaire par exemple ont une disponibilité faible, et que certains d'entre eux vont disparaître à court terme alors que la demande explose. Et puis il y a aussi les ressources humaines à préserver, et se pose aujourd'hui la question par exemple de la soutenabilité dans le travail à l'heure de la multiplication des risques psychosociaux. Est-ce que sur ce point-là, la permaculture a des choses à nous apprendre aussi? Clairement, on constate un désenchantement croissant des salariés pour leur quotidien professionnel, c'est les fameux bullshit jobs, des taux d'arrêt maladie qui explosent et dépassent parfois les 10% de la masse salariale. Donc pour 100 salariés ou agents de la fonction publique, ça signifie qu'un pool de 10 d'entre eux est systématiquement absent. Sans parler de la tendance haussière des burn-out, catégorie fourre-tout, qui montre les limites du stress au travail, notamment liées à l'absurdité d'un système qui repose sur la logique domination-soumission en permanence. Du coup, la permaculture est très vigilante à la gestion du collectif, puisque au cœur des systèmes permacoles se trouve l'humain, et bien évidemment l'humain dans sa relation avec le non-humain. Donc si pour satisfaire notre instinct grégaire, on ne met pas en place des méthodes favorisant l'organisation collective de la relation humaine tout en facilitant la satisfaction individuelle, le système finit par s'essouffler avant d'imploser. Alors du coup, de nombreux outils très accessibles sont mis en place dans le quotidien des systèmes permaculturels, que ce soit au niveau de la gouvernance, le principe de la sociocratie ou de l'holacratie par exemple, qui fonctionne très bien, la prise de décision, l'élection sans candidat, les décisions par consentement, et puis l'ingénierie relationnelle, communication non violente, cercle restauratif, techniques de médiation. On parle aussi des activités de groupe type mandala holistique, météo émotionnel, ou toutes les techniques de créativité au sens large. Alors justement, l'adaptation à des grands bouleversements, ça va être une question clé, puisque même si on arrive à contenir le dérèglement climatique, ces bouleversements paraissent aujourd'hui inéluctables. Comment est-ce que vous voyez ce défi? La prise de conscience est en cours. Elle est lente, trop lente au regard de l'enjeu, mais rien ne permet d'affirmer que l'ampleur de la réaction de Sapiens ne sera pas inouïe et finalement salvatrice. En attendant, le doute subsiste. Certes, les lignes bougent, et l'envol de la permaculture est un signe fort, encore trop cantonné sans doute au milieu rural. Même au sein des entreprises, parfois les plus polluantes, des salariés qui n'arrivent plus à dépasser cette dichotomie stricte entre sphère privée et sphère professionnelle lorsqu'il s'agit de sujets aussi impactants, s'organisent pour déployer les messages forts qui poursuivent l'élan de cette prise de conscience. On voit ainsi se multiplier depuis quelques mois aussi des sociétés la présentation de Fresques du climat, qui est un outil pédagogique et collaboratif, qui propose une lecture scientifique et sans détour du lien de causalité entre les activités humaines et le dérèglement climatique. Voilà. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont menées par des particuliers ou des associations, à l'instar de l'Université populaire de permaculture, dont le but est de convaincre par l'exemple. Seulement, il va falloir changer d'échelle, parce que pour le moment, ce que nous enseignent 50 ans d'analyse rétrospective, c'est que le plus mauvais scénario se profile. Le rapport au Club de Rome, mené par d'éléments scientifiques dont Denis et Donella Meadows, et qui date de 1972, présentait déjà des courbes assez effarantes montrant la chute vertigineuse des ressources renouvelables, de l'accès à la nourriture, de l'industrie et de la population humaine entre 2030 et 2050, si l'humain ne changeait pas ses pratiques urgemment.
Il se trouve que l'humain n'a pas changé ses pratiques, donc l'effort à produire pour éviter le pire est chaque jour qui passe de plus en plus important. À nous de jouer. Alors à nous de jouer et essayons de rester optimistes. Il y a quelques raisons de rester optimiste. Oui, absolument Thibaut. Eh bien merci beaucoup Grégory Levaux. Merci à vous.